Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudis de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit. En République démocratique du Congo, les filières techniques ont perdu de la valeur au fil des années. Bon nombre des jeunes ne sont pas attirés par l'apprentissage des métiers tels que la menuiserie, maçonnerie, charpenterie et autres. Ils préfèrent aller à l'université pour faire des études en droit, économie, médecine et autres. Et pourtant, les écoles de métiers sont importantes pour le développement d'un pays. Comment revaloriser les filières de formation technique? Florent Nyembo-Ali, merci. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur Radio Capi et je profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Je voudrais dire qu'il est très important, le développement d'un pays tient beaucoup par tout ce qui est ouvrières qualifiées. Parce que vous voyez, dans les années passées, dans les années 60, on disait que l'Afrique, la RDC n'est pas développée parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont étudié. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, on a des docteurs, des professeurs, mérites de par le monde, mais beaucoup d'intellectuels nous souffrons toujours de ce problème-là du développement du collage. Alors, donc le constat il est simple, c'est qu'en Occident, quand il y a un savant, il y a un professeur, le slogan il est juste à celui qui n'est pas instruit. Alors, nous apercevons que chez nous, en RDC, nous avons... D'ailleurs, vous êtes le président de l'ONG Nyembo Kodekret, ONGD, qui évolue en France, c'est ça? Qui évolue en France, à Paris. En France, ici aussi. En RDC. En RDC, oui. Alors, vous avez dit là-bas, on a des professeurs, on a... Oui, parce qu'en fait, en Occident, il y a pas de jeune homme encore. Et si on s'est aperçu ici, chez nous, en RDC, c'est que nous avons des professeurs de docteurs, et puis, il y a un jeune homme manquant où on n'a pas d'ouvriers qualifiés. Ce qui fait que l'ingénieur qui construit, qui fait la conception, on n'arrive pas à le faire exécuter. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons des maçons, des électriciens, bien chez vous, il n'a pas les outils adéquats. Et le fait de ne pas avoir des ouvriers qualifiés, parfois on s'aperçoit aujourd'hui que nos chauffeurs de taxibus, ils connaissent pas la conduite parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Et nous, dans notre NGD, Nyembo Kodekret, nous, on a pris bras le corps du problème, donc nous allons pouvoir aider notre pays dans le co-développement en créant des écoles dans des domaines de la maçonnerie, l'électricité et la charpenterie de marine. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi cette filière de formation technique n'a plus sa valeur, n'attire plus les jeunes gens? Parce qu'en fait, c'est mal expliqué, ces métiers où les gens voient ça salissant, et puis ces trois secteurs sont liés au développement d'un pays. Parce qu'en Occident, quand le bâtiment fonctionne, tout le reste fonctionne. Et vous remarquerez toujours c'est comme ça. Et notre pays est en train de décoller, est en train de partir. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des ouvriers qualifiés qui vont pouvoir, certains moments maintenant, ils vont se retrouver, parce qu'aujourd'hui, nos papas qui sont des maîtres maçons, ils ont pris de l'âge, et quand ils vont partir, donc il y aura un problème, il n'y aura pas de relève. Et quand il dit pas de relève, comme notre pays est parti, donc on va faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Qui dit main-d'œuvre étrangère, au bout d'une dizaine d'années, ces personnes-là vont s'installer chez nous naturellement, vont devenir des Congolais au bout de 15 ans. Donc il y aura des problèmes qu'on rencontre en Occident d'immigration. Donc il est indispensable aujourd'hui de créer ces structures-là pour qu'on puisse avoir des ouvriers qualifiés. Je dis bien, pas professionnels, parce qu'aujourd'hui on n'en a pas. Il n'y a plus d'écoles qui forment dans ces secteurs-là. Des écoles techniques. Des écoles techniques. On n'en a plus de vraies écoles techniques. Nous avons des professionnels, mais on n'a pas des qualifiés, qui permettra aujourd'hui de sédentariser nos jeunes et surtout de lutter dans des fléaux comme le fleuve comme Koulouna, tout ça, parce que les gens sont désœuvreux. Aujourd'hui, quand vous... on peut bien créer ces écoles, mais quand les jeunes ne sont pas attirés par ce genre de formation, à quoi cela va servir? Parce qu'aujourd'hui... la tendance, c'est d'aller à l'université faire le droit, l'économie, la médecine et autres. Mais je veux vous dire une chose. Beaucoup de gens oublient, un ingénieur, soit, il a un salaire, mais un artisan, il gagne plus qu'un ingénieur.
Ça, c'est une réalité. Comment? Parce qu'en fait, un artisan, lui, il est patron. Il est patron de lui-même. C'est lui qui organise ses marchés. C'est lui qui organise son emploi du temps. Et il a cet esprit de créativité. Donc on doit valoriser ce métier, leur dire que parce qu'en fait tout le monde n'a pas la capacité d'être concepteur. Et c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a besoin de ça parce qu'aujourd'hui ceux qui sortent du BTP, ces ingénieurs, maintenant ils sont obligés de faire le travail des techniciens des maçons parce qu'ils vont se retrouver à faire ça parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre son savoir. Qui sortent de l'IBTP, l'Institut des bâtiments. Oui, des bâtiments et travaux publics. Donc eux, à un moment donné, quand ils commencent à parler, il n'a pas, comme il y a un matin, il va être obligé, il a un marché, de expliquer aux clients comment faire, alors c'est pas son travail. Donc il va perdre en conception en voulant faire du travail, d'exécuter. Donc on va se retrouver à ces problèmes-là. Voilà, on va se retrouver à ces problèmes-là. Vous avez des questions, des préoccupations? Appelez-nous au 081 890 63 94. Alors, vous avez dit la raison pour laquelle ces genres de filières ne sont plus valorisées, c'est, vous voulez dire que c'est l'État qui n'a pas valorisé, donné de la valeur? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'orientation. Et puis aujourd'hui, donc le rebond d'un pays, c'est comme dit beaucoup le président, c'est ensemble motivé et déterminé, nous allons reconstruire notre pays. Donc c'est un travail d'un chacun. Nous, les ONG et les autres entreprises, nous allons créer pour ces écoles-là. Maintenant, il nous appartient maintenant au gouvernement de faire cette animation. Et nous-mêmes, de pousser le gouvernement à vouloir animer. Parce que l'animation, le marketing de ces filières-là, c'est quelque chose qui est énorme. Donc, on peut pas, c'est hors nos budgets, en fait. Donc, chacun sera à sa place, mais en synergie, on pourra faire ce travail-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour revaloriser ces écoles de formation dans notre pays, des formations techniques? Non, le préalable, c'est que déjà, il faut créer les organisations, ça c'est à l'État, les organisations qui vont promouvoir ça, mettre en place les normes et montrer aux jeunes que lui, en étant maçon, électricien, des charpentiers de marine, il contribue déjà à son pays et puis il a une rémunération qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et pouvoir espérer gagner mieux et puis avoir une vie sociale meilleure. Et c'est par parce qu'un maçon aujourd'hui, nous admirons le Palais du Peuple, nous admirons le monument, il y a notre cher Lumumba, et ça, ce sont des maçons qui font ça, c'est des électriciens, c'est beau, il faut valoriser ça. Quand on valorise un travail, la personne se sent intéressée à ce travail-là. Voilà. Par exemple, parlez-nous de l'exemple de France, par exemple. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de jeunes gens qui font ces genres de formations en maçonnerie, menuiserie ou autre? Parce que, au fait, moi-même, je vais vous donner un exemple. Oui. Je suis de formation ingénieur informaticien. J'ai travaillé longtemps là-dessus, mais pour pouvoir être amené à faire ces écoles-là, ici, à Kinshasa, les ramener ici. Donc, j'ai laissé mon job de manager et je suis retourné à l'école pour apprendre à avoir un brevet de maçon. J'ai travaillé en maçonnerie. Vous avez appris pendant combien d'années? J'ai appris, c'est une formation d'une année, et puis j'ai travaillé en tant qu'ouvrier maçon, c'est-à-dire j'ai laissé mon travail de manager pour apprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, intellectuellement, moi je peux lire un livre, un bouquin de maçonnerie, je comprends, mais je dois savoir comment un maçon transporte le sac de ciment, comment il transporte les brouettes, comment il fabrique ces choses-là. Je dois m'en approprier pour que quand je vais le ramener ici dans mon pays, ça a un sens. Et je suis retourné en 2010 à l'école avec mes enfants, c'est-à-dire et je peux prendre les examens d'État en électricité. Donc aujourd'hui, et puis des compagnons français me forment à Champagne-de-Marine, donc c'est dans le cadre du projet ACA qu'on amène ici, c'est une construction de bateaux en bois et création d'une école de Champagne-de-Marine. Donc j'ai fait 3 qualifications par rapport à mon ancien job de pharmacien, qui fait qu'en l'amenant ici, ça aura un sens. Quand on parlera, ça aura un sens. Donc, ce sont des choses qui sont connues. Donc, aujourd'hui, vous êtes capable de fabriquer des embarcations, ce qu'on appelle baleinières ici? Non. Nous, on a mis sur la liste, ce sont des bateaux en bois. C'est des bateaux en bois. Oui, ça veut construire, donc, l'équivalent des colonels Fiat, des colonels BA, en bois.
Et donc, c'est l'État qui est notre partenaire. Donc, ça va être fait à Kimpoko, en Sélé, et c'est l'État qui est notre partenaire. Et nous allons amener ça. Alors, les bateaux en bois, c'est des grandes unités. Des grandes unités. Donc, ça va pouvoir désenclaver nos contrées éloignées, éviter tout ce qui est naufrage, et pouvoir au moins. Le grand avantage, c'est là où quand on va valoriser, maintenant on va dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, que vous allez construire des bateaux en bois. Ça va peut-être, une chose, comme on dit souvent, nos poissons meurent de vieillesse dans nos rivières. Et en ayant ces bateaux-là en bois, qui seront... il y aura également des bateaux de pêche. Non, parce que ces bateaux-là, le fait que ce soit des moteurs inboard, il y aura l'électricité, qui dit l'électricité, chambre froide. Donc ça va permettre à ramener maintenant des poissons frais vers les centres de consommation et permettre, et surtout dans le projet où on intègre, il y aura au moins 40% de femmes, donc des filles, qui vont intégrer nos centres de formation. Donc ça va dans le sens de la journée d'aujourd'hui. Et là, en valorisant ça, les jeunes ils vont être intéressés parce qu'ils vont contribuer au développement de notre pays par ce secteur-là. Comment revaloriser les écoles de formation technique au campus service sur Histoire aujourd'hui, M. Niembo Ali Massif Laurent, il est le président de Niembo Codetrep, ONGD pour le co-développement par les transferts, l'échange et le partage des savoirs, connaissances et techniques. Deux auditeurs en ligne, Paul nous appelle de Kolwezi au Katanga et Mukawa se trouve à Kikwit dans le Bandundu. Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est votre question? Ok, je voudrais intervenir concernant la formation des jeunes dans les écoles techniques. Oui. Bon, nous savons que celui qui est en train de décourager les jeunes, premièrement, c'est le gouvernement. Et parce que nous constatons même dans des sociétés, sauf dans des entreprises, nous avons beaucoup de jeunes qui sont bien formés et qui sont en train vraiment de monter des charpentes, de tourner des maisons, de construire. Vraiment, ce sont les gens, les enfants qui sont doués. Alors, le gouvernement, ainsi que ceux-là qui viennent pour chercher les contrats ici au Katanga, et particulièrement au Katanga en général, particulièrement à Kolwezi, bon, ils sont en train d'aller chercher les Philippins, les Chinois et d'autres personnes. Et ce point, nous allons que ce qu'ils sont en train de faire par rapport à nos jeunes sont qualifiés. Alors, comme ce sont les blancs et ce sont les expatriés, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, ils veulent tout simplement le prendre. Et nous sommes là encore pour les corriger et de plus fort. Alors, nous avons préféré que le gouvernement recrute nos jeunes, puisque en recrutant les jeunes, je crois donc que la plupart de ceux-là qui sont dans le riz peuvent se donner à fréquenter les formations. Et tant que nous sommes obligés, vraiment, les enfants et les jeunes ne peuvent pas beaucoup se donner dans des écoles techniques. Merci Paul de Kolwezi. Mukawa, vous êtes en ligne depuis Kikwit. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre question? Oui, je voulais savoir, je vais intervenir sur cette question. Nous croyons que l'école congolaise forme beaucoup de demandeurs d'emploi que de créateurs d'emploi. Parce que nous voyons ici, pour la construction de routes, il y a l'IBTP qui est à Kinshasa, mais pour faire des routes, on intervient au Chinois de venir faire des routes. Ici à Kikwit, avec la construction de maisons de chefs d'État, on a fait intervenir des étrangers, tandis que la RDC aussi comme des ingénieurs de bâtiments qui pouvaient venir construire cette maison. Mais nous croyons que cette école congolaise est pour la formation seulement pour demander des emplois à la fin et non pour créer des emplois. Alors, quelle est la question, Mukawa? Oui, je crois bien que nous doutons nous-mêmes, est-ce que nous avons des professeurs compétents qui pouvaient former des personnels qualifiés pour la construction de nos routes ou de nos bâtiments de maisons. Merci Mukawa. Alors, Monsieur Florent. Je voudrais préciser une chose, c'est que les gens, il y a deux aspects. L'IBTP ne forme pas des ouvriers qualifiés de techniques ici. L'IBTP est là pour former des gens qui vont concevoir. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous n'avons pas de filières qui forment les exécutants et les ouvriers. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un marché, exemple, si on construit une route, les ingénieurs sont là. Mais pour les ouvriers,
ils vont exécuter. C'est ça qui nous manque, nous. Et c'est dans ce secteur-là que nous devons, nous, pouvoir créer. Et il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Nous devons aussi faire preuve de créativité, de créer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je doute. Parce que moi, c'est pourquoi je suis parti, moi, apprendre moi-même. Si un ouvrier réalise une œuvre de bonne qualité, et je suis sûr et certain qu'on ne va pas recourir à nos frères philippins, à nos frères chinois. C'est parce que nous ne savons pas réaliser des œuvres. Et c'est pourquoi c'est nécessaire on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, qui connaissent l'art. Parce que l'art, c'est quelque chose. À nos professionnels, vous pouvez faire, mais l'art, c'est ça qui nous manque. Alors d'où il faut créer des écoles ou redynamiser les écoles qui existent déjà. Et c'est pourquoi, donc nous, dans notre objectif qui dit co-développement, nous allons créer ici, mais ce sont nos frères, parce que nous, comme je suis en France, des compagnons français vont amener, c'est l'élite ouvrière, c'est les compagnons, ils vont venir ici pour apprendre à nos jeunes Congolais ces métiers-là en termes de charpentier, de marine, de maçonnerie, d'électricité. Et c'est comme ça, c'est pourquoi je dis, il y a co-développement. Donc ils vont venir, nos frères ici, puis ils vont se découvrir notre beau pays. Peut-être qu'ils ne vont pas repartir. Le Congo est magique. Comment valoriser la filière technique en RDC? Sylvain nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre préoccupation, Sylvain? Bonjour. Oui, bonjour Sylvain. Quelle est votre préoccupation? Oui, c'est un bon sujet et je pense que nous pouvons valoriser l'enseignement technique. Et si l'État lui-même prend en charge des écoles techniques qui existent. Moi, je suis à Canada, je suis promoteur d'une école privée qui organise l'enseignement technique, appelée IPECO. Depuis 9 ans que nous existons, jamais, l'État n'a jamais assisté. Mais comment nous allons faire des choses sérieuses? C'est pourquoi ma contribution, l'État doit s'organiser. Comme l'enseignement technique a beaucoup d'exigences, je pense que l'enseignement technique a beaucoup d'exigences, alors l'État doit soutenir les initiateurs de l'enseignement technique. Oui. On assiste matériellement. Je pense que ça va aller parce que l'État ne peut pas parler d'un développement s'il n'y a pas, on ne soutient pas l'enseignement technique. Alors, M. Sylvain, vous êtes promoteur d'une école technique à Canada. Quelles sont les formations organisées? Oui, au complexe scolaire IPECO à Canada, j'organise la mécanique automobile, la menuiserie et la coupe-couture pour le FIOS. Mais est-ce que vous avez beaucoup de candidats chaque année? Oui, nous avons beaucoup de candidats et les jeunes manifestent leur volonté vraiment de suivre l'enseignement technique. Nous le faisons avec le moyen de bord et les jeunes sont là. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, donc vous dites qu'il y a c'est l'État qui doit soutenir les promoteurs de ces genres d'écoles pour bien avancer, voilà, donc pour bien fonctionner. Merci Sylvain d'avoir appelé. Robert est en ligne depuis Canada aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est votre question, Robert? Ma question est de savoir, je voudrais demander à l'ingénieur pour nous expliciter, il y a combien d'écoles qui initient les enfants aujourd'hui dans notre pays? Parce que Jean-Jacques Rousseau a parlé que le travail manuel est plus capital que le travail de la pensée. Il faut initier les enfants dès le bas âge. Aujourd'hui, si nous regardons bien dans notre pays, nous manquons les écoles qui initient les enfants dès le bas âge. Qu'est-ce que lui peut nous expliquer par cela? Tel que moi, je suis technicien en développement rural à l'Institut supérieur de développement rural de Shibashi. Bon, nous étudions, mais il faut voir les conditions où nous étudions. Nous avons que la théorie, mais la pratique est tellement difficile. Il n'y a pas de matériel. Qu'est-ce que l'ingénieur peut nous expliquer à cela? Et qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour qu'ils puissent s'adapter à la situation? Merci beaucoup. Merci Robert. Ingénieur Mangoyo de Kinshasa, bonjour. Bonjour, M. Jordi. On vous écoute. Oui, bon, écoutez, M. Jordi, d'abord, je commence par vous remercier et vous féliciter parce que Radio Capi organise des émissions très, très intéressantes avec des sujets très importants. Merci. Vous savez, le système éducatif aujourd'hui, avec la filière professionnelle, est vraiment très, très important pour un pays qui veut se développer. Mais malheureusement, heureusement qu'il y a l'Église catholique aujourd'hui qui, en fait, depuis des lustres, organise l'enseignement au niveau professionnel. Franchement, l'État a démissionné. Et ça, on le regrette. Je suis d'accord avec notre invité qui est là.
mais l'État a démissionné. Je crois que la solution, c'est qu'il faut que l'État, si l'État n'arrive pas à recréer les écoles professionnelles, avec qui les subventionne les églises, qui les font regarder Don Bosco. Aujourd'hui, venez chez moi. Moi, je suis à Malouka ici, mais allez ici à Kimboala. Allez voir la concession des choses de Don Bosco. Allez voir les filières qui fonctionnent là-bas. Moi, j'ai vu une seule jeune fille, je crois, de 22 ans, qui m'a fait suivre la formation en soudure. Et j'ai causé avec elle, quelle était vraiment ma joie et mon étonnement de voir une fille qui a dit, moi, je veux être parmi les 28 garçons qui font la soudure ici, la formation en soudure. Et il m'a montré quelques pièces ce qu'elle a déjà organisé, réalisé, tout ça, vraiment porté de la joie. Alors, ingénieur Mangoyo, alors quelle est votre question? Ma question, c'est même pas une question, je voudrais seulement suggérer à l'État congolais de reprendre la formation professionnelle en main, qu'on ne laisse pas les secteurs de l'éducation totalement au privé. Ce n'est pas correct. Voilà, merci ingénieur Mangoyo. Monsieur Florent, vous avez suivi toutes ces préoccupations. La plupart des auditeurs pensent qu'il irait bien à l'État de pouvoir de revaloriser ce secteur de l'enseignement. Je dirais une chose. Nous devons être force des propositions. Nous, pour nos chantiers, nous sommes soutenus parce que notre partenaire, le chantier il est vaste. Donc notre partenaire, c'est le ministère du développement rural. Donc nous sommes dans le bon ministère. Donc comme nos actions vont dans ce sens-là. Alors est-ce que ces écoles, vous avez déjà commencé à ces écoles-là? Le premier chantier, parce que bon, nous avons des actions en Europe. Maintenant, nous sommes en RDC et le premier chantier où il y aura ces 13 écoles-là, c'est là à Kimpoko, à Mosolo. Et notre partenaire, donc comme je dis, force des propositions. Alors, vous comptez installer ces écoles de formation professionnelle dans toutes les provinces de la République. Et c'est après, ça sera le gouvernement provincial, le gouvernement central qui vont les dupliquer parce que le chantier est vaste. Donc nous amenons la matière première, donc l'enseignement, mais après c'est l'État qui va dupliquer. Et nous sommes force de proposition, nous sommes partenaires avec l'État. Donc et nous sommes soutenus. L'administration est lente, mais nous sommes soutenus. Aujourd'hui, je peux dire, je remercie même tous les autorités qui nous soutiennent et nous sommes force de proposition. Pour moi, l'État n'a pas démissionné parce qu'on doit se mettre à chacun sa place. Un ministre n'a pas le temps de créer des projets. Même en Europe, on amène des projets et eux, ils sont là pour statuer, pour donner les moyens. Mais vous devez venir avec des solutions. Si ça ne marche pas, c'est A, B, C. C'est comme ça. Mais on ne doit pas attendre que les autorités puissent réfléchir à nos places. Nous devons aussi proposer. C'est notre pays. Vous voyez? Et donc, il faut cibler le bon ministère. Nous avons des contrats de partenariat. Nous avons même un accord cadre avec la RDC. C'est-à-dire, nos actions intègrent la modernisation de notre pays. Donc, dans cette école qui se trouve déjà à Kimpoko, qui va être installée à Kimpoko, quand exactement? D'ici, donc, on est en train de voir, de mettre en place tous les comités de pilotage avec le gouvernement, donc nous sommes en position, et d'ici 3 mois, donc, quand toutes les modalités seront finies, c'est bon, le terrain est là, tout le monde est d'accord, et maintenant, on est en train de mettre en place ce plan de financement. J'ai suivi un auditeur dit qu'il faut, l'État devrait subventionner ce genre d'activité. Oui. On a même suivi un auditeur de Kananga qui a une école, il organise ce genre de formation, mais il n'a pas assez de moyens pour bien fonctionner. Il y a 3 sources de financement. Il faudra, quand on amène un projet au niveau de l'État, comment ça se fait, même là-bas en Europe, vous devez avoir minimum 20%. À tant que votre structure, vous devez mettre au moins 20%. Et vous devez demander à l'État entre 40 et 50%. Et le reste, c'est du mécénat. On doit faire du mécénat. Et je vois, ça se fait chez nos frères occidentaux. Il faut qu'il y ait du mécénat. C'est-à-dire, vous devez aujourd'hui aller trouver, nous dans notre cas, nous irons trouver les entreprises en Africa, Forest, tout ça, parce qu'ils sont dans ce domaine-là. Nous irons trouver des exploitants de bois. Et en faisant du mécénat, ils vont participer. Mais ça doit être chiffré. Un projet bien monté, et je suis sûr que quand vous amenez ce dossier au niveau des autorités, vous êtes soutenus, ça je peux en témoigner, mais c'est long.
Il faut se battre, c'est long. Donc, il faut pas seulement attendre un financement venant de l'État. Vous devez d'abord financer à hauteur de 20% vous-même, et puis mais quand vous montez un projet, il y a du papier, vous devez réfléchir. Vous n'allez pas dire à l'État, donnez-moi tant d'argent pour que je réfléchisse à mon projet. Vous devez d'abord arriver à maturité, bien ficelé, fini, et c'est à ce moment, vous dites, bon, maintenant, mon projet coûte tant, j'ai besoin de ça. Et moi, même, j'ai déjà sorti au moins 20%. Et le reste, c'est du mécénat. Alors, pour monter une école, une filière, une école de formation technique, quelles sont les exigences? Vous avez dit d'abord un projet, il faut un financement, et après, quels sont les matériels à avoir pour bien former les apprenants? On a suivi un auditeur dire qu'on apprend la théorie, il n'y a pas de matériel pour exercer. Alors, c'est les matériels. Bon, c'est basique pour un maçon, bon, c'est l'équerre, le niveau, les fils à plomb, ces choses-là. Mais ce qui est important derrière, une fois que vous avez monté cette école-là, vous devez maintenant trouver des parrains. Les entreprises qui sont là. Donc, vous devez les intégrer dans votre gestion, dans le conseil d'administration, et c'est comme ça que ça fonctionne avec nos frères en Occident. Il faut qu'eux ils se retrouvent, parce que c'est à ce moment-là, quand Sachin Forest, il a un marché, il a un projet, il viendra chercher son partenaire, qui est cette école-là. Et vous marchez, et c'est ça le mécénat, et c'est ça que nous on ne sait pas faire. Vous voyez, il faut arriver à vendre son école, à vendre, et ça on sait pas. Auprès des entreprises qui auront plus tard besoin de cette c'est du partenariat, parce que vous prenez Bouygues, vous prenez même nos entreprises, nos frères chinois et pakistanais, mais les ouvriers qui viennent travailler, ce sont parce que à un moment donné, Forest ou bien ça fait classe, il doit avoir un certain nombre d'ouvriers. Mais les autres, ils doivent le prendre au fur et à mesure par rapport au projet. Et c'est ces écoles-là qui sont partenaires avec ces entreprises-là. Mais c'est du mécénat. Ça, c'est notre job. Oui, c'est notre job. Maintenant, comment arriver à convaincre les jeunes à venir à suivre ces genre de formations? Vous savez, c'est pas compliqué. Quand il y a 10 jeunes qui traînent, quand il y en a un ou deux qui commencent à être bien propres, bien sapés, avec sa petite ils sont payés. Ah oui, qui sont payés, ça pousse, ça pousse. Même la jeune fille, on la voyait un peu vendre des choses comme ça, mais du jour au lendemain, vous dites, oh non, j'ai entendu de marine. Ah bon, c'est quoi son de marine? Non, moi, je conçois, je construis, des choses comme ça. Et ça suscite, donc nous sommes des humains. Donc, les autres qui sont des vrais, ils également. Et puis il va voir l'autre, il déménage, il change, il aménage son quartier, et c'est ça la motivation qu'en fait. Bien, alors M. Florent Nimbo, peut-être qu'il y a des auditeurs qui vous suivent en ce moment et qui voudraient monter également des projets. Ils veulent avoir vos contacts, c'est possible? C'est possible. Ils peuvent vous appeler plus tard pour approfondir. Par quel numéro? Donc le 082 012 57 17. 082 012 57 17. Ou bien s'ils perdent ma trace, ils vont au ministère du développement rural, au secrétariat général, ils disent que nous avons perdu le coordonné M. Nimbo, parce que c'est notre partenaire. Vous voyez, donc ils iront dans l'administration, on va retrouver ma trace, et puis ils viendront, on va leur donner gratuitement nos projets à nous. Nos projets à nous, c'est pourquoi notre partenaire et l'État, n'importe quel Congolais viendra vers nous, on va leur donner gratuitement nos projets. Et c'est comme ça parce que nous sommes dans l'échange de partage et de connaissances. Parce que nous sommes ouverts. Parce que si vous partez en Occident, vous allez dans des centres de documentation, vous allez trouver de la documentation. Et c'est l'échange. Et c'est que on n'arrive pas à échanger, à partager nos savoirs. Et nous sommes dans cet esprit-là. Merci, M. Nimbo. Nous rappelons que vous êtes le président de l'ONGD à Côte des Trèfles pour le co-développement par les transferts, l'échange et le partage des savoirs, connaissances et techniques. Merci et bonne chance à la prochaine. Je vous remercie.